Bienvenue dans le podcast Au Beau Cœur, un podcast complètement renversant qui, contre toute attente, non seulement te veut du bien, mais qui fait réellement un bien fou. Ici, nous allons aborder les tempêtes de la vie, mais aussi d'autres sujets de vie, et avec l'aide d'intervenants, t'apporter les clés pour les aborder, les affronter, les surmonter. Bonne écoute. Les réseaux sociaux, un terme devenu bien commun et connu aujourd'hui. La naissance des réseaux sociaux date de 1997 avec Weblog, Hotmail et 6 Degrees. Depuis, plusieurs autres ont vu le jour. Facebook, 33 millions d'utilisateurs actifs, YouTube, 19 millions, WhatsApp, 14,5 millions, Snapchat, 13 millions, Instagram, 12,1 millions, Twitter, 10,3 millions, LinkedIn, 9,7 millions, Pinterest, 7,9 millions. 31% de la population mondiale utiliserait les réseaux sociaux. En France, 56% sont inscrits sur au moins un réseau social. En moyenne, on y passe 1h16 par jour. Et l'an dernier, avec le confinement, ce temps a considérablement augmenté. Partage de vidéos, photos, stories, articles, musique, le point commun de tous ces réseaux, connecter les gens entre eux et les aider à interagir ensemble. Vu comme ça paraît une bonne chose. Pourtant, il existe certains revers intéressants à étudier et dont il faut faire attention. Selon une étude publiée dans la revue sociologique médicale américaine, les réseaux sociaux augmenteraient le risque de suicide par exemple. Pour Christophe Galtier, un ancien joueur de foot, pas question de se rendre en ces lieux malsains où règne la haine et la bêtise. Alors aujourd'hui, la question que nous nous poserons, les réseaux sociaux créent-ils réellement un lien social ? Pour débattre de cela, un invité spécial à mes côtés, M. Marc Lange, psychologue spécialisé en gérontologie et en neuropsychologie de l'adulte, basé à Rosny-sous-Bois en Île-de-France. Il proposera bientôt des formations en neurosciences et neuronutrition. Il est également acteur au sein de la cellule d'écoute psychologique et de prière de la Fédération Adventiste France-Nord. Il a participé au programme Medley avec la Fédération toujours, programme qui a pour but de surmonter l'anxiété et la dépression. Bonjour Marc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci. Alors du coup, nous allons commencer par les premières questions. Êtes-vous sur les réseaux sociaux vous-même ? Alors, du coup, mais ça c'est une bonne question. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Alors ça a commencé avec Facebook. Mais vous savez, à l'époque, j'étais plutôt dans la team, tu vois, MSN. Tu vois, c'était à l'ancienne. Ah oui, MSN, je me souviens. On s'envoyait des messages. Après, t'entendais toutoum, et tu disais, ah, c'est bon, mon ami est connecté et tout. Moi, j'étais plus dans ce branché MSN où, au final, je me disputais avec ma grande sœur, si elle m'écoute. Ma grande sœur, du coup, pour pouvoir parler à mes amis. Donc, et après, au fur et à mesure, je me rappelle, mon pote Rachid m'a dit, Marc, tu connais pas Facebook? Je dis, non, moi je connais pas, c'est quoi ce truc? Non, mais c'est mieux qu'MSN. Donc finalement, j'ai suivi un peu cette tendance et indépendant de ma volonté, on va dire, bon, si c'était ma volonté, j'étais volontaire, je me suis inscrit. Mais je crois j'étais au lycée, début lycée, seconde première. Mais voilà, je me suis inscrit, j'ai créé un compte et même dans mon profil, j'ai mis, tu sais, où tu devais dire si t'es en couple, si t'es célibataire ou si t'es autre. Moi, j'ai mis c'est compliqué. Aujourd'hui, je pense que mon statut est toujours que je suis marié. Je crois que j'ai gardé ce statut, c'est compliqué parce que je suis jamais retourné sur Facebook en fait. Je pense que j'ai suivi ça pour suivre le mood, suivre finalement cette tendance. Ouais. Et après, j'ai arrêté je n'étais plus trop réseaux sociaux, un peu WhatsApp parce que après pour communiquer avec la famille, les Antilles, donc c'était assez pratique. Et c'est que l'année dernière, je te dirais que finalement j'ai créé un compte Instagram. Alors, par contre, c'était c'était essentiellement pour but professionnel. Parce que comme tu l'as si bien cité dans ta présentation, donc, je me lance finalement dans le conseil et dans la mise en place de programmes de formation sur la neuroscience et la neuronutrition.
Donc, un ami voilà, qui est un peu spécialisé dans le marketing digital m'a dit, mais Marc, aujourd'hui, Instagram, c'est the place to be. C'est là où il faut être, Marc. Si tu veux saisir, toucher du monde, il faut que tu aies un compte Instagram. Et moi, je lui dis, mais Insta quoi? Il me dit, mais Marc, Instagram, quoi, tu connais pas? Faut que tu aies Snapchat, Tout le Instagram, monde connaît TikTok. Instagram maintenant. Et j'ai dit, bon, on va se calmer. Donc, oui, malheureusement, donc, il m'a convaincu, j'avoue. J'ai un compte Instagram. Alors, c'est Natural Perf pour ceux qui veulent, du coup, savoir, et pour les curieux. Oui, Et je voilà, mettrai donc, le voilà. lien plus bas. Essentiellement, c'est vraiment voilà, promouvoir finalement la neuroscience, décomplexer, du coup, certains apports. Et surtout, voilà, apporter des connaissances sur comment optimiser les performances cognitives. Donc, c'est essentiellement pour ça que j'ai remis, on va dire, entre guillemets, dans les réseaux sociaux. Ah bah, du coup, c'était ma question. Est-ce que vous faites une différence entre les différents réseaux évoqués plus haut? Parce que c'est vrai que si par exemple, alors Facebook, c'était plus pour entretenir un lien avec les amis. Instagram, ben du coup, c'est plus à but professionnel, si on voit, pour vous. Oui, alors, comment moi, enfin, ce qui est intéressant, c'est que avant, tu vois, de pouvoir, comment dire, construire, on va dire, ce profil professionnel sur Instagram, j'ai questionné un ami qui est de l'église de Maraîcher, qui lui aussi est connu en tout cas sur Instagram parce qu'il est coach sportif. Et je dis, ah, mais en fait, ouais, je compte créer un compte professionnel sur Instagram, qu'est-ce que tu en penses, vu que toi, voilà, quoi, t'as plein d'abonnés. Et il dit, non, mais Marc, Instagram. Et moi, je dis, pourquoi ça? Parce que moi, j'allais genre cliquer sur dire pour confirmer mon profil. Et il dit, non, moi, j'ai arrêté parce que ça prenait trop de place. Ah, Et je dis, ah ouais, mais pourtant, ça t'a permis d'avoir beaucoup d'abonnés, tu as développé aussi des partenariats et tout, on te connaît maintenant. Et pourquoi, du coup, du jour au lendemain, sachant que tu vois, tu es coach sportif, tu es obligé de passer entre guillemets, par une certaine visibilité pour pouvoir, du coup, avoir de la clientèle. Il me disait, non, mais en fait, ça prenait trop de place dans l'esprit. Donc, j'ai préféré, et ça changeait, du coup, mes priorités. Donc, j'ai préféré, du coup, abandonner, arrêter, parce que je n'étais plus maître et je ne me reconnaissais plus. Je n'étais plus maître de moi. Donc, je dis, ah, ok, d'accord. Donc, il y a un risque. Donc, voilà. Il y a un intéressant. risque. Et donc, j'avoue, j'ai pris son conseil vraiment au sérieux. Donc, tu vois, au départ, je commençais voilà, à faire attention sur. Après, j'expliquerai plus tard. Je faisais vraiment attention sur ma consommation. Et c'est vrai que petit à petit, il avait quand même raison, mais j'expliquerai tout à l'heure. Parce que du coup, la question qui pourrait revenir, c'est est-ce que, par exemple, sur Instagram ou même sur les autres réseaux sociaux, la forme prendrait-elle plus de place que le fond? Alors, oui, effectivement, cette question, elle est pertinente, mais elle vient aussi, tu vois, souligner la chose. Est-ce que finalement, les réseaux sociaux fabriquent du lien? Est-ce que du coup, quand on parle de réseau, on se dit, ouais, ben, je suis en lien avec telle ou telle personne. Après, comme tu l'as montré dans ton introduction, ça nous a aidé hein, durant le confinement parce qu'on était loin Oui. des proches, loin des personnes qui nous sont chères. Et aujourd'hui, on continue, tu vois, on continue d'être en lien. Moi, en tant que psychologue, j'ai utilisé et j'utilise encore Zoom, tu vois, pour finalement faire des groupes de parole avec mes patients. J'ai même ma stagiaire en neuropsy qui, je parlais finalement Même pour prendre des nouvelles, pour montrer ce qu'on faisait. Pour prendre des nouvelles et elle me disait que même avec du coup ses stagiaires, avec ses profs, ils font ce qu'on appelle des apéros digitales où finalement chacun était chez soi avec sa petite boisson et voilà, on fait comme si c'était un mimétisme d'une rencontre du coup physique. Alors oui, dans cet aspect-là, on peut finalement penser que ça maintient finalement le lien. Mais ce qui est intéressant dans ta question, c'est les réseaux sociaux fabriquent-ils vraiment du lien social? Alors, il faut vraiment s'impliquer sur ce mot-là, vraiment. Mais en avant, j'ai des petites recherches, hein, j'ai préparé le truc, et j'ai essayé de chercher la définition du lien. Et il y a trois éléments qui m'ont interpellé. C'est déjà, le lien sert
c'est tout ce qui sert à attacher. Première idée. La deuxième, d'accord. Tout ce qui sert à attacher. Tout ce qui sert à attacher. La deuxième idée, c'est tout ce qui unit des personnes entre elles. Et la troisième idée, c'est ce qui relie. La deuxième, on n'a pas très bien entendu. Pardon. La deuxième, c'est tout ce qui unit des personnes entre elles. Mm-hmm. Et la troisième idée, c'est tout ce qui relie des faits entre eux. D'accord. Donc, je répète. Donc, la première idée, tout ce qui sert à attacher. La deuxième définition, tout ce qui unit des personnes entre elles. Et la troisième définition, tout ce qui relie des faits entre eux. Donc, on voit déjà que dans ces trois définitions, les réseaux sociaux sont à la première place du podium. Parce que oui, d'un certain côté, elles relient des faits. Donc, on voit, par exemple, ce qui se passe là au niveau du vaccin. Chacun va donner son avis. Ou par exemple, si quelqu'un a été victime de violence, directement, on va publier les faits sur les réseaux sociaux et ça va prendre du coup des fois une portée importante. Si bien que tu vois, j'écoutais par exemple sur RMC Sport quand il parlait de l'Euro, la déferlante de messages haineux qui a été du coup exprimée à l'encontre des joueurs. Et pour certains journalistes utilisent maintenant Twitter comme élément de source. Oui, dans Twitter, alors il y a 1 million de messages qui a été du coup écrit, donc ça montre que l'importance. Mais non, à quel moment Twitter est devenu une source de référence? Et là, finalement, c'est comme si Twitter est devenu un sondage politique. Aujourd'hui, certains référents politiques se mettent sur Twitter parce qu'ils ont compris que c'est un élément pour influencer la masse, influencer du coup les pensées. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment utilisent vraiment finalement cet effet-là, cet effet de levier, utiliser des faits pour finalement rassembler. Oui, rassembler des personnes entre elles, parce qu'elles se transmettent des informations, elles se transmettent des messages, mais aussi pour pouvoir aussi les attacher. Alors oui, dans ce sens-là, dans cette définition, les réseaux sociaux maintiennent le lien, mais dans quel but? Et là, c'est intéressant de se questionner aussi là-dessus. Alors vraiment, ça par contre, je ne pense pas. Est-ce que vraiment les réseaux sociaux maintiennent le lien social? Est-ce qu'on pourrait peut-être parler d'illusion sociale? Est-ce que ce serait pas une illusion du lien? Parce qu'une fois que le téléphone est éteint, qui est réellement proche de nous, une fois que finalement on se déconnecte d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de Snapchat, de TikTok et autres, qui est en face de nous? Avec qui réellement on est en rapport? Qui est notre miroir? Et je pense que finalement, c'est le vraiment est pertinent en fait dans ta question. Est-ce que vraiment on voudrait dire que sur les réseaux sociaux, on serait pas forcément nous-mêmes? Alors, ça fait effectivement. Enfin, je vais pas dire oui avec de manière, mais on peut finalement laisser cette ouverture. On va laisser cette ouverture parce que tu vois, dans la première définition, il dit tout ce qui sert à attacher. Oui, attacher des personnes en utilisant des faits. Et j'ai remarqué, tu vois, que finalement, les youtubeurs, les influenceurs, on appelle aujourd'hui maintenant les tiktokers, j'ai fait des recherches, utilisent des faits pour pouvoir attacher des personnes, pour pouvoir les relier. Aujourd'hui, on parle de comment créer sa communauté. Il y a de nouveaux métiers qui se sont créés grâce aux réseaux sociaux. On parle de community manager ou de marketing digital. Donc, on va t'aider finalement à pouvoir soigner ton image pour que tu puisses attacher des gens à tes valeurs, attacher des personnes à ta personnalité. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de storytelling, c'est-à-dire qu'en fait, ton image, ton parcours doit être une source de marketing pour finalement fidéliser les personnes et ensuite leur vendre ton produit. On parle de tunnel de vente et tout. Donc, c'est pour montrer que finalement, aujourd'hui, on est dans un mouvement, dans une transformation identitaire où finalement, on va essayer de pouvoir soigner ton image, le peaufiner, l'édulcorer pour que ça puisse être goût, pour que la saveur puisse être agréable à la vue.
par exemple, je regardais finalement le nombre d'abonnés de personnes populaires. J'apprécie le foot, donc je regardais finalement le nombre d'abonnés de CR7, de Cristiano Ronaldo. Il y a 250 millions d'abonnés. Alors oui, ça lui rapporte 83 millions de dollars, c'est sûr. Et aujourd'hui, les influenceurs se font finalement beaucoup, beaucoup d'argent. On parle par exemple d'influenceurs comme de la télé-réalité qui se font par exemple 200 000 euros et qui vivent aujourd'hui à Dubaï. Mais quel est le risque? Il y a un conférencier qui parlait finalement de ça, qui parlait de ces jeunes influenceurs, 20 ans, qui voilà se sont fait connaître en disant voilà des mots pas forcément cortiqués dans la télé-réalité, et qu'aujourd'hui deviennent influenceurs pour des marques en placement de produits. Mais ils disent voilà, ces jeunes-là utilisent leur image, certes, pour finalement avoir des revenus, mais est-ce que c'est la vraie réalité? Et quand finalement un jour ces choses vont sauter, parce que ça va pas durer longtemps en fait. Plus tu as d'abonnés, des fois tu as beaucoup d'abonnés, des fois tu as moins d'abonnés, et le jour où tout cela s'arrête, revenir à la réalité, eh bien oui, là, ça peut être difficile au niveau de la santé mentale. Après, il y a peut-être influenceurs et influenceurs aussi. Parce que influenceurs, par exemple, qui sortent de la télé-réalité, bon, ça c'est une chose, mais après, il y a peut-être des vrais influenceurs aussi qui proposent des choses réellement par rapport à leur façon de vivre, etc. Pas forcément des produits à la va-vite qu'ils ne connaissent pas. C'est ça aussi peut-être, puisque du coup, bon, c'est le même titre de métier, on va dire, puisque c'est devenu un métier quand même, on va se cacher. Mais peut-être le même titre de métier. Après, derrière, bon, peut-être qu'il y a plusieurs types de personnes aussi. Bien sûr. Mais ça va questionner aussi sur le sens, finalement. Sur le sens et sur l'objectif. Et l'objectif doit être associé aussi avec tes valeurs. Imaginons que finalement, la personne, du coup, finalement, a des valeurs qui sont en phase avec, finalement, ses objectifs, avec ses principes. Ok, il va donner finalement le maximum pour, du coup, transmettre un message. Par exemple, moi, je suis beaucoup un influenceur, je crois qu'il s'appelle Sudei, et qui finalement, voilà, j'aime bien sa manière finalement de donner des conseils aux gens dans le fait de pouvoir changer finalement le regard qu'ils ont sur les difficultés, le regard qu'ils ont sur eux-mêmes. Ok, moi j'aime bien parce que ce gars-là, il a un sens en fait. Il a finalement il y a un objectif de transmettre un message. Et oui, finalement, c'est-à-dire que son objectif, c'est pas forcément d'avoir des millions d'abonnés, mais c'est de transmettre quelque chose. Donc finalement, c'est vrai que si tu veux devenir, je dis pas toi, mais si par exemple la personne qui écoute ou d'autres veut devenir influenceur, c'est bien. Mais se questionner sur le sens en fait. Ouais. Pourquoi tu veux le faire? Quelle est du coup la portée de ton message? Pourquoi toi et pourquoi pas un autre? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que ton objectif est d'avoir beaucoup d'abonnés pour finalement avoir une certaine forme de reconnaissance? Ok, mais ça ne va pas durer parce qu'il y aura moins d'abonnés un jour ou une autre. Est-ce que du coup cela va t'obliger à pouvoir transformer ton image? C'est-à-dire te mettre souvent sous un angle qui va être chatoyant, un angle qui va être du coup narcissisant, pour finalement dire que ta vie est magnifique, alors que des fois on passe tous par des difficultés. Donc c'est pourquoi tu vas faire finalement des choses et quel sens tu vas donner finalement à cette démarche. Donc du coup, c'est là que je voulais parler de l'estime de soi. Du coup, l'estime de soi est sûrement mise à mal lorsque on utilise trop les réseaux sociaux. Alors, puisqu'on y voit des stéréotypes de beauté, de style de vie, et quand on compare, parfois, on ne vit pas forcément les mêmes choses. Effectivement, et beaucoup, surtout aux États-Unis, au Canada, et ça commence aussi en France, beaucoup de professionnels de santé, psychologues, médecins, sociologues, tirent la sonnette d'alarme un peu sur les méfaits entre guillemets des réseaux sociaux sur la population qui est jeune, en fait, sur les adolescents, notamment, comme tu dis, en termes de critères de beauté, en termes de références, de normes sociales. Aujourd'hui, je te donne finalement un exemple qui est tout bête. Par exemple, quelqu'un va faire une danse sur Instagram. Effectivement, si la danse finalement atteint des millions de vues, beaucoup de personnes vont essayer de la reproduire pour finalement avoir encore plus de vues. Et on est dans un jeu finalement de vues, de m'as-tu vu, entre guillemets.
de celui qui a le plus de commentaires, celui qui a le plus de likes. Si j'ai des likes, oui, c'est vrai que voilà, au niveau de la neuroscience, au niveau de ça va libérer finalement des endorphines. Endorphines qui est finalement un élément qui va procurer du plaisir au niveau du cerveau. Et donc, ok, je regarde mon téléphone, je vois le cœur rouge qui s'active. Ok, ça a déchargé d'endorphines, je vais avoir un shot, on va dire, une décharge de plaisir. Et du coup, ça va m'obliger à pouvoir redemander de cette décharge. Et donc, du coup, à scruter mon téléphone à la moindre notification. Et oui, ça a été prouvé, en tout cas chez les jeunes, que cette addiction au like, cette addiction finalement à la reconnaissance, au j'aime, crée finalement de l'anxiété. Parce que du coup, quand le jeune n'a pas forcément cette reconnaissance, eh bien, il y a une perte identitaire qui risque de se creuser. Des doutes sur sur son estime. Ok, d'accord, j'ai pas eu de like aujourd'hui, peut-être que j'ai pris la photo sous un mauvais profil, donc là je vais changer de filtre. Pourquoi on a besoin de filtre? Ça c'est une question aussi. Non mais c'est vrai, Mélissa. Non, je suis en train de réfléchir et je me dis, mais pourquoi on a besoin de filtre? What? Je comprends pas. Mais on est beau naturellement, moi je comprends pas. Non, mon ami m'a dit, ouais, mais Marc, utilise un filtre. Mais pourquoi j'utilise un filtre? Ma mère a dit que j'étais beau, mais ça suffit. Non, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on dépend du regard de l'autre. Et c'est ça qui est dangereux, en tout cas pour les jeunes, parce que ils risqueraient. Enfin, le risque, c'est finalement de construire sa propre identité sur ce que l'autre pense de soi, pense de la personne elle-même. Et là, on rentre dans une crise. C'est la même chose hors des réseaux sociaux, même quand on va à l'école, par exemple. On n'a pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour que, voilà, l'estime de soi soit mise à mal. Hein. Oui, mais la différence, c'est que l'enfant finalement peut trouver finalement des pairs. C'est vrai qu'à l'école, les enfants peuvent critiquer ils y vont hein, au niveau des critiques au niveau d'école, peuvent critiquer sur l'apparence physique ça. Et c'est vrai qu'il y a dans tous les cas dans la réalité physique, dans la réalité digitale, l'influence des normes, l'influence des pairs, l'influence du groupe est présent. Mais là où l'étendue est beaucoup plus importante au niveau des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a peu ou pas de contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enfant, ok, s'il a une base, du coup, solide par son noyau nucléaire, c'est-à-dire dans son système familial, par aux repères paternels et maternels, même si finalement, tu vois, il va à l'école, ok, d'accord, mais après, il revient à son domicile. Il revient au foyer et là, finalement, le foyer peut lui donner finalement cet étayage, cette constance au niveau de sa conception, de son identité. Mais dans les réseaux sociaux, le risque, c'est il peut déjà avoir cette dépendance. Donc cette addiction, ok, d'accord, donc l'addiction aux écrans, l'addiction après au regard de l'autre, qui après peut s'échapper du contrôle parental, du regard bienveillant, du regard parental, du regard des pères. Et c'est là finalement le risque est plus étendu. Ouais. Je vais parler des autres risques, justement. Qu'est-ce que ça pouvait engendrer d'autres? Alors, c'est vrai que au niveau des risques, c'est vrai qu'on a parlé, comme tu dis, au niveau de cette dépendance. Bah oui, cette dépendance au niveau de... comme voilà, je suis un peu dans le domaine des neurosciences, donc au niveau de ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est-à-dire que l'addiction, on va dire, la dépendance au j'aime, au like, vont entraîner à l'enfant à se conformer de plus en plus aux normes pour finalement être accepté. Mais après, l'effet inverse, les critiques vont aussi finalement remettre en question sur l'identité de la personne et s'accompagner voilà d'anxiété, de peut-être d'angoisse et d'autres troubles. Ensuite, l'autre risque, ça serait aussi finalement, et ça serait plus au niveau des processus cognitifs. Alors, je te parlais de termes assez spécifiques. On parle d'atrophie du cortex préfrontal. Alors, je te donne un exemple. J'ai un fils de 3 ans. J'ai un fils de 3 ans qui aujourd'hui, je suis très content, qui aime beaucoup lire. Par exemple, pas à chaque fois, mais très souvent, quand je lui endors, il exige 3 livres. Et c'est même moi qui négocie et je lui dis, Antinio, s'il te plaît, 2 livres. Non, papa, 3 livres. Il choisit ses livres.
Limite, ou quand je le punis, je lui dis, tu n'auras pas de lecture ce soir. Et l'enfant est triste. Non, mais c'est génial. Quand tu dis à ton enfant, alors, c'est pas que tu n'auras pas l'écran, tu n'auras pas de livre ce soir. Et l'enfant est triste. Non, et c'est pour te montrer, en fait, que tu vois, déjà, ça s'apprend très tôt, mais c'est qu'en fait, la lecture papier utilise des processus cognitifs qui est différent de la lecture numérique. Et ça, on le sait pas. C'est-à-dire, en fait, que notre cerveau, du coup, encode des informations différemment que quand on lit un livre papier, que lorsqu'on lit quelque chose de manière numérique. Donc, c'est-à-dire que déjà, l'apprentissage est différent dans le domaine, quand on utilise un iPad ou un écran, ou notre écran d'ordinateur, ou quand on utilise finalement le papier. C'est pour ça que les fondateurs de Facebook, les fondateurs de Apple, les fondateurs d'autres encore de Google, ne veulent pas que leur enfant utilise des écrans. Et là, finalement, on se pose des questions. C'est-à-dire que leur enfant, par exemple, je crois que c'était Steve Jobs qui disait que mon enfant, avant 12 ans, il défend son enfant d'utiliser des écrans avant 12 ans, avant l'âge de 12 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 12 ans, le cortex préfrontal n'est pas encore en maturation. Et même pas. C'est même pas 12 ans, ça va jusqu'à peut-être 25, 30 que le cortex préfrontal arrive à sa maturité. C'est-à-dire qu'à 12 ans, les connexions synaptiques sont encore à leur balbutiement, sont encore en ébullition, en fait. Donc, finalement, l'écran va venir, finalement, on va dire, saboter toutes ces connexions. Donc, imaginons qu'on expose l'enfant à des écrans qui atrophient le cortex préfrontal et qu'on expose l'enfant à des réseaux sociaux qui va altérer l'image de soi alors qu'il n'est pas encore en maturité. T'imagines la bombe que ça fait au niveau du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant. Enfin, les réseaux sociaux ne sont pas forcément une mauvaise chose en soi, mais ce qui est important de prendre conscience, en fait, des dangers, des limites et aussi, finalement, des jalons à mettre en place pour, finalement, préserver la santé mentale des enfants et surtout aussi, après, celle des adultes. Parce qu'en fait, le danger aussi, c'est que c'est la vie réelle vs la vie digitale. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut télescoper finalement les rencontres que l'on construit ou la représentation des rencontres que l'on construit dans les réseaux sociaux dans la vie réelle? Tu vois, par exemple, est-ce que par exemple on peut dans la vie réelle avoir finalement des rapports. Est-ce que les rapports changent, comme ta question? Est-ce que ces personnes changent les rapports humains dans la vie réelle? Eh bien, finalement, dans cette question, comme tu dis, cette question, elle est intéressante parce que des recherches ont été en neurosciences, du coup, ont été faites sur l'interaction au niveau comportemental dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des études où ils ont étudié finalement des personnes qui consommaient régulièrement, fréquemment, du coup, les réseaux sociaux. Et ils ont posé des tests, ils ont fait des tests pour voir en fait si leurs critères au niveau de la construction d'une amitié avaient changé ou avaient été altérés en fonction du coup de leur utilisation par rapport aux réseaux sociaux. Alors ? Et en fait, qu'ils ont montré en fait dans leur recherche, c'est que en fait les personnes qui consommaient, après les résultats sont à prendre aussi en fonction aussi de l'étude, donc c'est pas 1 plus 1 est égal 2, donc c'est vraiment à prendre dans leur contexte, donc je tiens à dire ça. Mais en tout cas, le résultat de leur recherche ont montré que finalement ces personnes ont eu une tolérance faible à la frustration, une tolérance aussi faible à l'effort, c'est-à-dire à l'effort de pouvoir finalement prendre le temps de construire une relation. Parce qu'une relation, ça se construit dans la durée. Ça se construit aussi dans l'investissement que l'on porte, une attention soutenue que l'on porte à la personne. Et en fait, ils ont vu aussi que la recherche de plaisir instantané et bref était l'une des priorités de ce groupe d'études. Donc, c'est-à-dire avoir des amitiés où on n'est que dans le plaisir, que dans la fête, que dans les moments jouissifs, que dans les moments de plaisir, bref.
Voilà, plaisir assez rapide en fait. Et ça fait lien finalement, voilà, au niveau des neurosciences, à cette décharge d'endorphine, de dopamine qui provoque un plaisir bref, mais qui ne s'installe pas dans la durée en fait. Alors que dans la vie réelle, dans les relations, si je te dis ah ben tiens viens Mélissa, c'est-à-dire on va boire un verre ensemble et après on va faire la fête, mais je te connais pas, tu vas pas me dire oui en fait. Il faut qu'il y ait un lien de confiance qui se crée. Il faut que finalement ce lien de confiance s'installe dans la durée, dans la patience, aussi des fois dans l'épreuve. Parce que souvent, je fais un verset de la Bible qui dit que c'est dans l'épreuve qu'on voit du coup un ami vaut mieux qu'un frère, parce que dans l'épreuve, il se montre comme un frère. Donc finalement, c'est dans l'épreuve que des amitiés finalement se construisent. Et ils ont montré que finalement, la représentation de l'amitié chez ce groupe d'études, en fait, chez cette cohorte, montrait que leur représentation avait été altérée et qu'ils cherchaient plus des rencontres avec accès beaucoup plus sur le plaisir, et moins sur la durée, moins sur l'effort de pouvoir construire une relation. Mais du coup, est-ce qu'une vraie amitié peut naître d'un rapport établi sur les réseaux sociaux? Peut-être à condition de voir la personne en dehors aussi. Alors, effectivement, je pense que ça peut être finalement l'ébauche d'une relation, le début. Aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux, mais on peut utiliser des applications de rencontres où finalement certaines personnes se rencontrent par finalement ces réseaux, soit par Instagram, soit par d'autres applications, et qui ensuite ça peut aboutir vers une construction de relations assez solides, parce qu'ensuite, comme tu le dis, il y a finalement on finit par se rencontrer. Et c'est parce qu'on finit par se rencontrer qu'on finit après finalement par se dévoiler. On se dévoiler notre vulnérabilité, dévoiler du coup notre faiblesse, dévoiler aussi tel que l'on est, parce on ne naît pas finalement, tu vois, que de profits bien posés, que de vacances ou que voilà. Non, on est aussi des êtres vulnérables, et c'est dans cette vulnérabilité que se construit finalement. En dehors, forcément. Ouais. Après, comme autre risque, oui, j'avais pensé aussi au harcèlement, par exemple, parce que du coup, on peut rencontrer justement des personnes sur les réseaux sociaux et en fait, on ne sait pas vraiment à qui on parle au départ. Effectivement. Peut-être qu'il y a une photo. On peut penser que voilà, c'est quelqu'un du même âge que nous et en fait, non, c'est quelqu'un d'autre qui n'est même pas du même pays que nous aussi. Bien sûr. Effectivement, je l'avais noté aussi dans le sens où l'harcèlement, le cyberharcèlement, et aussi l'usurpation d'identité, la manipulation aussi digitale, c'est aussi des risques. Oui, c'est aussi des risques qui est à prendre en compte et qui peut occasionner aussi beaucoup de souffrance. Je crois qu'au Canada, ils en ont même fait un film là-dessus, où du coup une étudiante du coup qui était prometteuse, qui était tant sur le plan scolaire que au niveau de l'intelligence émotionnelle, elle avait tout pour réussir, que du coup elle a fait une tentative de suicide parce que en fait elle a été victime d'harcèlement par ses camarades de classe qui a divulgué des photos d'elle en fait sur les réseaux sociaux parce qu'elles étaient jalouses d'elle. Et c'était des photos qui la compromettaient. Et donc, du coup, voilà, ne supportant pas finalement l'impact et l'étendue et la lourdeur des conséquences dans les retours de commentaires qu'elle avait, du coup, elle a tenté du coup à sa vie. Et donc, du coup, voilà, c'est pour montrer aussi le risque, en fait, que peut avoir finalement du coup l'utilisation de cet outil quand finalement on bascule, on va dire quand on bascule dans le mauvais pan, dans le harcèlement, dans la projection agressive. Voyez, par exemple, le fait que le joueur de foot ait raté le penalty, la déferlante de messages haineux en fait qui a été déversée sur lui, de messages aussi racistes et haineux en fait, parce qu'il a raté un penalty. En fait, sur les réseaux sociaux, ça va très très vite. Ça peut partir d'une simple phrase aussi, et puis toute une polémique se fait pendant plusieurs jours. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on est dans une mouvance du bad buzz en fait. On veut faire plus finalement je vais
je fais quelque chose où je vais donner un message haineux, où je vais faire quelque chose qui est choquant, et plus on va m'entendre, je serai entendu. Plus je serai écouté, plus mon nom va circuler. Et plus mon nom va circuler, plus du coup, je serai finalement entendu. Et ça, on le voit finalement avec dans certains plateaux télé, hein. Par exemple dans TPNP, touche pas à mon poste, ou certains on appelle maintenant il y a certains polémiqueurs, enfin des personnes qui font de la polémique, qui vont essayer finalement de dire des choses choquantes. Et plus en fait ils vont dire des choses choquantes, tu verras ça après sur YouTube, tu verras ça après sur Facebook, tu verras ça après sur Instagram. Et en fait, ça va juste augmenter l'audience. Et plus ça va augmenter l'audience, plus la personne aura finalement des vues, et plus elle sera aussi importante. Et plus elle sera importante, plus elle sera invitée dans les plateaux télé. En fait, et ce qui se cache derrière, c'est ce marketing, en fait, ce marketing de vues, ce marketing finalement où on va influencer la pensée des gens pour finalement augmenter l'audience. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, avec la situation actuelle. Ouais. Alors du coup, un monde sans réseaux sociaux, est-ce possible? Ah. C'est la grande question. Il y a Gaspard Koenig, un philosophe, qui justement invitait au sevrage. Ah ben franchement, je serais d'avis avec lui que peut-être un certain sevrage serait peut-être pertinent, surtout en termes de santé mentale, hein. Ne serait-ce pour les écrans, ne serait-ce aussi pour la transformation que cela opère dans notre psychisme, hein. Surtout pour la jeune génération. Mais est-ce possible? Je ne sais pas. Franchement, revenir en arrière, je pense pas non plus. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment il y a une transformation qui s'est opérée. Une transformation vraiment digitale, en fait. C'est-à-dire que de nos jours, aujourd'hui, à l'heure actuelle, nos enfants, par exemple, mon fils, c'est manipuler le téléphone, alors que moi, à son âge, moi, non, je ne savais même, je ne touchais même pas au téléphone. Mon fils de 3 ans, il sait finalement, et je pense que c'est à cause de moi, parce que peut-être que j'utilise beaucoup mon téléphone, mais finalement, voilà, il s'est déverrouillé mon téléphone, il s'est appelé ma mère en WhatsApp. Maintenant, ils sont rapides, hein. Ouais, ils comprennent super rapide, en fait. Ils comprennent, en fait. Ils disent, ah, papa, mets-moi telle vidéo, telle musique sur YouTube. Non, mais non, ça va vite. Et aujourd'hui, les industriels savent, en fait. Et ils savent finalement que cette jeune génération, très tôt, il faut captiver leurs pensées. Attraper, comme on a vu cette définition, attraper leur mindset, leur état d'esprit, pour pouvoir, du coup, les modeler, en fait. Et plus on les modèle, plus on les façonne, plus on change, du coup, le monde, et vice-versa. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est possible? C'est faisable, ça serait idéal, mais est-ce que c'est possible? C'est difficile à dire, parce qu'on est dans une transformation digitale, et je pense pas qu'on reviendra en arrière. Alors, pour quelqu'un qui traverse une période difficile, serait-ce à éviter? Alors, pour quelqu'un qui traverse une période difficile, qu'est-ce qui serait d'accord? Qu'est-ce qui serait à éviter? Du coup, sur les réseaux sociaux, on voit plus alors des styles de vie. Alors, par exemple, la famille parfaite, qui sont un peu fortunés, du coup, qui montrent un peu ce qu'ils ont. Alors, pour quelqu'un qui, je sais pas, est au chômage ou qui vient de divorcer ou qui a une situation complètement à l'inverse, du coup, ça peut peut-être fragiliser un peu plus. Ouais, bien sûr. Alors, moi, le conseil que je dirais, c'est effectivement, ça serait peut-être dur, pas dur, mais brut, c'est comme il a dit finalement ce philosophe, c'est être dans un sevrage. Parce que déjà, la question ce que je me suis, ce que j'étais étonné de me remettre en question, c'est mon épouse aussi, ma femme qui m'a un peu interpellé avec ça. C'est me dire, mais Marc, c'est bon, depuis que, ok, d'accord, c'est bien, tu crées ton entreprise, tu veux créer des programmes sur la neuroscience, la neuronutrition, bon, et tu utilises du coup ce réseau, Instagram, c'est cool. Mais j'ai l'impression, aujourd'hui, tu es devenu un peu plus consommateur et moins acteur. Parce que mine de rien, c'est vrai que je me suis rendu compte à regarder ce que faisaient mes copains. Oh, mais tiens, il est parti en vacances, il a fait tel, et je regardais finalement, et je commençais à être dans une passivité, en fait.
une passivité qui me rendait presque, enfin, pas léthargique, mais presque envieux de la vie de l'autre, finalement. Parce que du coup, je me disais, mais en fait, lui, il a ça, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Mais est-ce que j'ai réellement besoin de cela? Et je pense que, tu vois, les réseaux sociaux font nous fait rentrer dans cette dualité entre ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie. Pour moi, c'est une fenêtre Par exemple, publicitaire aussi, parce que du coup, toutes les entreprises, maintenant, elles sont sur Instagram, par exemple. effectivement, c'est devenu une marque pour finalement promouvoir. Et c'est pour ça que je dis finalement Instagram, c'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est l'utilité que tu en donnes finalement, le sens que tu donnes finalement à cet outil. Si par exemple, tu vois dans l'exemple que tu me proposes, cette personne qui est en difficulté et qui n'est pas encore, qui voit que peut-être dans son projet de vie n'aboutit pas comme il le désire et qui voit sur Instagram des personnes qui montrent leur maison, montrent leur famille, montrent leur voiture, montrent leurs vacances, leur lieu de vacances, ou même des fois montrent le restaurant, ce qu'ils ont mangé. Bah, c'est bien, si c'est bon, c'est bien pour eux. Ou que finalement, voilà, si c'est la fête des pères, ils montent sur Instagram, bonne fête maman. Alors que tu peux juste l'appeler et lui envoyer un message, quoi. T'es obligé de dire sur Instagram, bonne fête maman. Mais bref, il peut se dire finalement, ok, d'accord, c'est bien pour eux, mais quel est le sens de ma vie? Et quel est mon besoin? Est-ce que est-ce que ce que je regarde provoque en moi un désir ou un besoin? Ok, si ça provoque en moi un besoin, ben ça va me rendre proactif, finalement. Après, il faut savoir prendre un peu de distance aussi. Il a complètement le droit de mettre ce qu'il veut. C'est ce qu'il faut dire. Bien sûr, il a complètement le droit de mettre ce qu'il veut. C'est sûr, chacun est libre de mettre. Mais chacun est libre de se questionner sur le sens que cela va avoir aussi sur l'autre. C'est vrai. Et c'est là où on voit la différence entre, comme je te dis, des influenceurs qui donnent des messages ou proposent des choses parce qu'ils ont un sens qui est derrière. Ils savent que ça va toucher des personnes parce qu'il y a un but défini, il y a un sens. Et c'est en cela que finalement, peut-être ces réseaux sociaux doivent être utilisés. Quel sens tu donnes? Il y a quelqu'un qui m'a interpellé. Il s'appelle Olivier Yankamala. Et c'était lors d'une présentation sur l'entrepreneuriat et la foi. Et donc il y avait plusieurs entrepreneurs. Et il y a une question qui a été posée où il disait, mais quel est votre objectif pour les 5 prochaines années? Donc il y a plusieurs entrepreneurs qui ont été francs, et c'est tout à fait normal, hein, qui ont dit voilà, moi c'est des chiffres, je vais faire telle chose, avoir tel chiffre pour mon entreprise. D'autres disaient bon, moi c'est avoir peut-être, moi je sais pas, j'en peux plus, peut-être un grand bateau, voyager, être de plus en plus riche. Ok, c'est cool. Et ce qui est intéressant, c'est que cet entrepreneur a dit les gars, moi le plus important c'est la mission, et c'est tout. Mission. Si je suis entrepreneur, c'est pour la mission. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, tout ce que la question que je me pose quand il a dit ça, je me suis dit, ouais, Marc, c'est intéressant, en fait. Tout ce que je fais, quel est le sens de ce que je fais? Est-ce que c'est pour la mission? Donc si on le rapporte dans cette thématique au niveau du podcast, des réseaux sociaux, ce que je poste sur les réseaux sociaux, quelle sera la mission? Quelle sera la portée, en fait? Et c'est là, finalement, ça peut changer finalement notre façon de voir les choses. Ouais. Alors, s'il y avait 5 conseils à retenir, du coup, pour utiliser les réseaux sociaux au mieux. Alors, elle était pas facile, hein, cette question. J'ai essayé de trouver 5. Ouais. Peut-être qu'il y en avait plus, hein, je sais pas. Peut-être qu'il y en avait moins aussi. Finalement, dans ces 5 choses, alors je sais pas si je vais répondre concrètement à ce que tu dis, mais je te les expose comme ça et tu me dis si ça rentre dans la question. Alors, pour moi, la première chose que j'ai mis, c'est le sens. Tu vois, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup parlé de ça durant cette présentation, c'est l'utilité, le sens et l'utilité. Moi, j'aime bien finalement, tu vois, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et surtout qui aime finalement mettre en place des projets. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, c'est quelle utilité ça sera. Quand je fais quelque chose, je me dis mais quel sens ça va donner aux personnes que j'accompagne, quel sens ça va donner du coup à mes proches. Et pour les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi la même chose à se questionner. Quel sens je donne finalement quand je suis dans ces réseaux sociaux? Quand je poste quelque chose, quel sens ça va donner dans ma vie? Est-ce que ça va me permettre d'avancer? Est-ce que ça va me permettre finalement de reculer? Ou est-ce que quel sens je donne? Quelle utilité?
Le deuxième, finalement, point, c'est le temps. Le temps, Mélissa. Le temps, oui, c'est très important, ça, j'avoue. notre première richesse. C'est notre première richesse. C'est le temps. Le temps que je passe dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un temps qui va m'être utile? Est-ce que c'est un temps qui va me permettre de pouvoir enrichir l'autre, m'enrichir aussi d'une certaine manière, toujours personnellement? Si je ne m'enrichis pas, je ne peux pas enrichir l'autre. Comment je peux utiliser ce temps-là? Le temps est important, en fait, aussi à se questionner quand on utilise finalement les réseaux sociaux. Le troisième point, c'est pour moi, ça serait l'écoute. L'écoute. L'écoute de soi, en fait. Prendre le temps pour soi. C'est-à-dire, finalement, quand je dis cela, c'est que c'est un peu paradoxal. Parce que quand on regarde finalement ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on peut se dire, ah, mais les gars, ils prennent vraiment soin de soi. Parce que, voilà, ils montrent des photos, ou je montre aussi, de moi, je fais ça aussi, hein. Je montre des photos de mes vacances, ou des vidéos de choses que je fais. On peut dire, ouais, le gars, il prend soin de lui. Mais c'est pas dans ce sens-là dont je parle. C'est le fait d'être à l'écoute de soi, en fait. Est-ce que finalement, quand j'utilise ces réseaux, pardon, je suis à l'écoute de qui je suis, de mon intériorité. Je suis à l'écoute finalement de mes faiblesses. Je suis à l'écoute de mes doutes. Je me questionne. Je suis à l'écoute finalement de mes projets, de mes peurs. Non. Est-ce que finalement le réseau me permet de me donner le temps d'être à l'écoute de soi? Il y a un conférencier qui a donné un élément important et que je le répète souvent quand je fais une conférence, le fait de prendre rendez-vous avec soi. Et je le joins avec un neuroscientifique américain qui disait dans une de ses conférences, la première chose à faire quand on se lève le matin, c'est de ne pas utiliser les réseaux sociaux, de ne pas utiliser son téléphone, mais finalement de prendre du temps avec soi. Comment je vais? Comment tu vas aujourd'hui? Quels sont tes projets? Est-ce que tu as bien dormi? C'est juste des questions de base, mais qui te permettent d'être en phase, d'être en pleine conscience avec toi, de saisir le temps présent. Est-ce que les réseaux sociaux nous permettent finalement de saisir finalement ce temps présent, le temps à l'écoute de soi? Le quatrième conseil, c'est de s'informer. Alors, quand je dis de s'informer, ça fait référence finalement. Alors, on peut s'informer par les réseaux sociaux, de ce que font les autres. Ça, c'est sûr, il y a une grande utilité dans la transmission d'informations. Ça, c'est sûr. Mais aussi de s'informer en utilisant finalement les bons vieux livres, en fait. Pourquoi? Parce que ça utilise d'autres connexions cérébrales. Ça renforce non seulement le cortex préfrontal, ça renforce le système amygdalien qui est le siège de nos émotions. Ça renforce tellement de zones au niveau du cerveau qu'on ne peut pas finalement, oublier de lire, oublier de méditer. Oublier finalement de pouvoir finalement être dans la réflexion. Donc ça, c'est vraiment des 4 habitudes finalement à prendre, se questionner sur le sens, se questionner sur l'importance du temps, le fait de prendre rendez-vous avec soi personnellement, sans être coupé par les notifications, sans être coupé par le message que je dois envoyer à ma cousine par WhatsApp. Non, prendre le temps où on est juste à la rencontre de soi. Le 4e point, c'est, comme je te dis, c'est l'information, savoir s'informer, prendre le temps de s'informer en dehors des réseaux sociaux, pour renforcer au niveau cognitif. Et le 4e, c'est maintenir une image de soi sécure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire la différence entre l'estime de soi et l'acceptation de soi. Ah oui. Et tu vois, c'est un psychologue américain qui s'appelle Lynn Clark, qui explique ça dans son livre, en fait, sur la thérapie émotionnelle, rationnelle émotive, où il dit finalement que la différence entre l'estime de soi et l'acceptation de soi, elle est fine, mais elle est importante à saisir. C'est que l'acceptation de soi, c'est de pouvoir être en accord avec soi, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la variation physique, physiologique, sociale ou autre. C'est-à-dire, en fait, c'est de s'accepter, c'est de pouvoir
s'accueillir tel que l'on est, avec ses faiblesses, avec finalement ses forces. Alors, alors que, enfin, et l'estime de soi, c'est un peu, elle est un peu différente dans le sens où le psychologue disait que l'estime de soi, c'est la volonté de pouvoir finalement euh, euh, accepter une image de soi. Mais l'image de soi peut être altérée. L'image de soi peut être altérée par la maladie. L'image de soi peut être altérée par le regard des autres, par la représentation que les autres ont de toi, ou par aussi les injonctions sociales que tu te mets. Que renforcer l'acceptation de soi permet finalement de créer une image sécure, une représentation sécure. Je m'accepte tel que je suis, quelle que soit la variation, avec mes forces, avec mes faiblesses. Et c'est pas finalement euh, le changement social de mon environnement qui va influencer ma norme et la représentation que j'ai de moi-même. Et il y a un verset biblique qui renforce cette idée et que j'aime beaucoup, hein, qui dit, il y en a deux que j'aime beaucoup. Celui de Psaume, je crois que c'est Psaume 139, où David dit, dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Et déjà finalement, mes jours étaient fixés. Et on voit à quel point finalement Dieu a conçu et a accepté l'homme tel qu'il est. On voit finalement derrière cela finalement l'image bienveillante, l'image remplie d'amour, et quelle que soit la nature de l'homme en fait. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Isaïe, je t'aime. Un autre verset, je t'aime d'un amour incommensurable, mais aussi dans Isaïe 43, il dit que je t'aime. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas parce que parce que tu es précieux à mes yeux et que je t'aime. C'est cette image finalement, je trouve que c'est la meilleure manière de montrer finalement à quel point on accepte la personne, qu'on la prend dans sa totalité. Et je ne sais pas si les réseaux sociaux nous donnent autant d'amour, autant de force, autant de... que Dieu, non, ce n'est pas possible. Mais c'est important finalement, tu vois, de pouvoir faire la part des choses et se dire, ok, mon image ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi, des likes que je peux avoir, des likes que je peux procurer. Non, l'image de moi dépend de ce que je conçois de moi, comment j'intègre ma pensée, ma psyché, ma personnalité, et surtout vient de la représentation que Dieu a de moi. Et ça, aucune personne ne peut l'enlever. On résume les 5 conseils du coup. Alors, c'est le sens, se questionner sur le sens, l'utilité que je donne dans cet outil, dans les réseaux sociaux. Quel sens je donne finalement quand je poste ou quand je regarde des posts d'autres personnes, quel sens ça a pour moi dans ma vie au quotidien. Le temps, qui est du coup notre première richesse. Comment finalement ce temps-là peut m'être proactif? Est-ce que ce temps-là m'est proactif ou est-ce que finalement ça me met dans une passivité? Est-ce que voilà. Et l'écoute, être à l'écoute de soi, prendre le temps, prendre rendez-vous avec soi finalement. Ça commence des fois dès le matin, à son réveil, à avoir peut-être 15-20 minutes à être en phase avec soi-même. Ça fait lien finalement avec la quatrième idée, par la lecture, par la méditation. Tu vois, il y a un livre qui est intéressant, qui est sorti récemment, je crois, ou il y a quelques années, c'est Miracle Morning. Alors je prône pas le coaching ou autre, je fais pas de la pub, mais ce qui est intéressant finalement, tu vois, dans son livre, il parle de son parcours, mais il dit en fait que le fait qu'il a pu s'octroyer du temps le matin avant toute autre chose, tu vois, avant de pouvoir checker les réseaux sociaux, avant de pouvoir se préparer pour aller au travail, de prendre 30 minutes pour soi, mais juste pour soi, pour faire ce qu'il aime. Ça peut être coudre ou commencer à écrire un livre ou finalement juste faire de la méditation. Eh bien, déjà, il rentre dans un état d'éveil cognitif qui le rend performant par la suite. Ce qui dit en fait que la journée commence dès le matin. C'est-à-dire qu'on devient vainqueur de la journée de la manière dont on a préparé finalement le matin. Dans l'état d'esprit dans lequel on est le matin. Et c'est pour ça, tu vois, que Jésus, dans la Bible, disait que Jésus se levait à l'aube pour passer du temps avec qui? Avec son Père.
parce que son père était l'image qu'il avait de lui-même. Voici mon fils, mon fils bien-aimé. Et ce qui est intéressant, c'est ça fait lien finalement avec l'information. Donc, le quatrième conseil, c'est l'information, c'est pouvoir s'informer en dehors des réseaux sociaux et aussi se construire une image de soi, enfin, une acceptation de soi sécure. Et ça passe seulement par finalement une rencontre personnelle, une rencontre intime avec Dieu, une rencontre personnelle aussi avec soi, pour renforcer finalement cette identité. Très bien, Marc. Merci pour cet éclairement. En tout cas, c'était très intéressant. Du coup, je rappelle que vous œuvrez au sein de la cellule d'écoute psychologique et de prière de la Fédération adventiste France-Nord. Donc, du coup, quel est le but de cette cellule et comment les auditeurs intéressés peuvent y accéder? Alors, du coup, oui, effectivement, donc, le but de cette cellule, c'est de pouvoir, comme il est dit, une cellule d'écoute, pouvoir écouter, accompagner par l'écoute active, toute personne qui de toute confession, toute personne qui a besoin finalement d'écoute, d'accompagnement suite à des parcours de vie difficiles. Donc, il engage plusieurs du coup thérapeutes, psychologues, adventistes, bénévoles qui œuvrent au sein de cette cellule pour finalement accompagner au mieux, orienter surtout des personnes qui ont le besoin finalement de se sentir du coup étayées et entendues dans leurs difficultés. Donc ça ne remplace pas un soutien psychologique avec un professionnel en libéral ou en structure de santé, mais vient essentiellement en amont pour apporter une lecture et aussi après une orientation si les besoins sont sentir. Et on peut du coup joindre en tout cas les bénévoles via du coup le site qu'on peut retrouver du coup à la FFN, où on retrouvera donc les adresses mail de chaque thérapeute, chaque psychologue, et donc du coup toute personne peut rentrer en contact avec un des thérapeutes pour du coup commencer voilà, c'est un accompagnement par le biais de cette cellule. Pour faciliter un petit peu l'accès, je rajouterai le lien en bas de page. Donc, à retenir, du coup, nous ne devons pas perdre de vue que Dieu ne fait pas de différence sur ce que nous sommes dans la réalité et dans le virtuel. Dieu regarde l'état de notre cœur dans tout ce que nous faisons, aussi bien réel que virtuel. Car selon Romains 8, verset 27, il sonde les cœurs. Toi qui nous as écoutés, tu es merveilleux, merveilleuse. Tu as une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour un nouvel épisode. Audio Hub Preview.